Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Girard et je suis aujourd'hui accompagné de Johan Haas. Alors aujourd'hui c'est en Alsace, à côté de Colmar, qu'on enregistre. Ça nous change un peu du dernier épisode qui était à Niamey. C'est un petit peu plus chaud. Bonjour Johan. Bonjour Julien. Je te laisse te présenter. Qui es-tu ? Alors je suis photographe de montagne essentiellement. J'habite à Egisheim, la belle ville d'Egisheim, dans le vignoble alsacien, comme tu viens de le dire. J'ai 38 ans et c'est déjà pas mal pour une petite entrée en matière. Alors tu es graphiste ? Tout à fait. Tu es photographe ? Je suis photographe, peut-être que je ne l'ai pas dit dans la présentation. Effectivement. Ah si, je crois. Mais avant tout graphiste, tu nous parles un peu de ton parcours ? Alors le parcours, on va reprendre aux origines. J'ai commencé ma vie professionnelle en étant musicien, donc j'étais batteur pendant plusieurs années. J'ai arrêté en 2008 parce que mes oreilles ne supportaient plus. Et je me suis reconverti en tant que graphiste pour rester un peu dans la création quand même, la création publicitaire. Suite à ça, je suis venu à la photo en 2014. Donc c'est finalement assez récent. C'est une activité qui n'a pas 10 ans. Je me suis pas mal cherché, comme tout le monde. Quand tu commences la photographie, tu fais plein de choses. Tu fais de l'urbex, du portrait, de l'urbain. Et je me suis cherché un peu, pas trop longtemps finalement, parce que je me suis vite rendu compte que tu te tournes vite vers les sujets que tu appréciais avant de faire de la photo. C'est-à-dire que moi, je suis issu de la vallée de Münster, qui est une vallée très, enfin, elle n'est pas sauvage, mais c'est une vallée dans la nature, et j'aimais beaucoup la montagne. Et au fil du temps de mes pérégrinations photographiques, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le mieux photographier, c'était la montagne, la nature, la montagne. Je suis revenu naturellement vers ce sujet, finalement. Donc du coup, tu faisais beaucoup de rando, j'imagine. Exactement. Tu marchais beaucoup. Ouais. Et puis, je marche encore plus depuis que je suis photographe. Comment t'en es venu à la photo ? C'était un hasard ou non ? C'était vraiment une envie, je vais m'acheter un boîtier et puis je vais faire des photos. Alors c'était un hasard finalement, parce que le boîtier m'a été offert par ma compagne de l'époque en 2014. Je lui avais vaguement parlé de mon souhait d'avoir un appareil photo pour faire je sais pas quoi, pour prendre des photos. Voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Elle m'a offert ce boîtier en 2014 et voilà, j'y ai pris goût, vraiment j'y ai pris goût, le fait de l'avoir de l'image. Et de pouvoir la travailler, parce que le fait que j'étais graphiste faisait que je maîtrisais déjà un peu Photoshop, donc l'édition des photos, c'était pas un frein, et c'était pas quelque chose qui me rebutait, comme ça peut rebuter certains photographes qui s'y mettent, et qui ont tendance un petit peu à avoir des difficultés dans le développement, dans le traitement. Ça, c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. Alors l'essentiel de mon apprentissage à cette époque-là, c'était surtout la prise de vue. La prise de vue, le triangle de l'exposition, somme toute, c'est quelque chose qui vient assez rapidement pour peu qu'on s'y intéresse. La technique photographique, c'est pas énorme à apprendre. Enfin, dans tous les cas, c'est ce que je pense. Ce qui est plus gigantesque comme travail, c'est l'investissement personnel et la culture photographique. Ça, c'est une autre histoire. Alors, comment tu as fait pour acquérir cette culture photographique ? Tout à l'heure, on parlait un petit peu avant d'enregistrer. Tu m'as cité pas mal de noms de photographes. Tu admirais leur travail déjà avant, ou c'est après t'être mis à la photo que tu t'es intéressé à tous ces photographes ? Alors, comme je l'avais dit, avant d'avoir mon premier appareil photo, j'y connaissais absolument rien. Mais rien du tout à l'image. Enfin, à l'image, si, vu que j'étais déjà graphiste, mais à la photographie, ni la technique, ni la culture, j'y connaissais rien. Alors, si j'ai acquis quelques compétences en photo, je dirais que c'est complètement fortuit, hein. Mais c'est uniquement depuis 2014
que mon goût pour la photo est né et mon goût pour les belles images. Et c'est uniquement à partir de cette époque-là que j'ai pu faire la connaissance de photographes connus. C'est vrai que j'ai acquis une certaine culture dans la photo de paysage, vu que c'est devenu mon domaine de prédilection. Alors beaucoup de photographes m'inspirent, mais énormément, ils sont trop nombreux. Mais effectivement, des photographes modernes, comme Daniel Cordan par exemple, ou des gens... Enrico Fossati, c'est un photographe que je suis beaucoup en ce moment, qui fait des photos très douces au niveau du traitement, par exemple. Enfin, ce genre de photographe qui, mine de rien, essaie de mise plus sur le côté esthétique que sur le côté conceptuel. En photographie de paysage, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Vraiment l'esthétique, la photographie techniquement assez léchée. Ça peut effectivement paraître superficiel parce que souvent l'esthétique peut prendre le pas sur le concept et sur la puissance de l'image, mais en paysage j'aime beaucoup l'esthétique et j'aime quand une image est vraiment impressionnante et douce. Ça implique forcément d'avoir une certaine maîtrise technique de la photographie, du traitement, et vraiment traiter la photo avec pondération. Et c'est tout ce que ces photographes que j'aime regarder ont réussi à maîtriser à la perfection. Alors Joanne a très bon goût là, donc on est chez lui et dans le salon, sur la table, il y a un très beau livre de Vincent Munier. Que j'ai acheté ce matin. Parce que suite à la vente de 3 livres. Voilà. En fait, tu ne gagnes pas du tout d'argent du coup. Non, mais c'est pas que je ne gagne pas, je le réinvestis. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que graphiste, du coup, est-ce que tu as tout de suite cherché à maîtriser la technique photo, ou est-ce que tu t'es dit, ouais, bon, je verrai ça plus tard sur l'ordinateur? Tu veux dire, quand j'ai commencé en tant que graphiste? Ouais. Enfin, quand tu as commencé la photo, tu étais graphiste. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu as un peu laissé tomber la technique dans un premier temps et tu t'es dit, je vais faire ça sur l'ordinateur plus tard? Ou tout de suite, tu as cherché à peaufiner et à avoir un résultat Alors là, je suis parti un petit peu de mon expérience, parce que en tant que graphiste, on se rend compte assez vite que plus on a de qualité à l'entrée, plus la sortie sera qualitative. Et corollaire de cette histoire, on dit souvent de la merde à l'entrée, de la merde à la sortie, quoi. Alors, si ta prise de vue au début elle est de toute façon très moyenne, tu pourras difficilement sauver les meubles en post-traitement. Tu pourras un peu aider, mais l'idée, c'est quand même de peaufiner ta technique un maximum à la prise de vue, essayer d'avoir une bonne maîtrise pour ensuite, le côté technique, par la suite, essayer de s'en passer un petit peu. Donc les deux vont de pair, hein, finalement. On n'a pas trop le choix. On revient sur le boîtier qu'on t'a offert en 2014, c'était un réflexe ? Un réflexe 1100D Canon, que j'ai encore aujourd'hui. 1100D. Le fameux 1100D qui m'a sauvé la vie dans les Dolomites en juillet dernier, quand mon boîtier principal a pris la flotte et qui est tombé en panne. Moi, je posais la question parce que je me demandais si tu avais eu un compact, est-ce que tu aurais eu le même chemin et le même parcours dans la photo derrière ? Non, sûrement pas. Sûrement pas, parce que pour moi, à l'époque, c'est aussi un raccourci qu'on se fait parfois. Réflexe égale photo professionnelle. Aujourd'hui, c'est plus tellement vrai avec les hybrides. Et à l'époque, le fait d'avoir un boîtier réflexe entre les mains, c'était l'occasion de me dire, ouais, maintenant, tu as du matériel professionnel, tu es photographe, tu as possibilité de faire autre chose que simplement d'appuyer sur un bouton où tu pourras maîtriser ce qu'on appelle la profondeur de champ, la vitesse d'obturation, tous ces trucs-là c'est nouveau pour moi, ça va être complètement fou. Et c'est un petit peu ce qui a fait que à cette époque-là, j'ai décidé de prendre la photo au sérieux. Alors ça part de considérations purement techniques au début, mais en fin de compte, c'est ça, hein, et c'était ce qui m'a forcé aussi à étudier la question et à me perfectionner d'un point de vue technique. Même si je persiste et je signe en disant que la technique photo, quand on parle bêtement du triangle d'exposition,
c'est peanuts. Enfin, en quelques jours, quelques semaines, on a compris le truc. C'est que c'est des subtilités qui sont très vite assimilées. Le plus gros du travail, c'est de trouver la motivation pour se créer un style photographique, pour se trouver une identité, et surtout l'investissement personnel pour essayer de faire quelque chose de cohérent, faire quelque chose qui plaise, faire quelque chose qui ait du sens, finalement. Et ça passe aussi par la culture photographique, rencontrer énormément de photographes, voyager avec eux, échanger avec eux. C'est tout aussi important. Je pense que l'échange, ça te nourrit tout autant que de regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un tout. Au final, c'est un peu comme la musique, c'est comme toute activité artistique. Il faut de l'émulation, il faut créer de l'échange. Alors en parlant de rencontrer des photographes, tu me disais tout à l'heure que tu étais dans un club photo. Oui, c'est pas trop. Oui, je suis dans un club photo, mais la chose dont je parlais tout à l'heure, c'est un collectif où on est plusieurs photographes effectivement sur Colmar. Et c'est un collectif qui regroupe des photographes d'horizons très très différents. Aussi bien au niveau du style photo que la technique. Ça peut être de l'argentique, ça peut être de la photographie à la chambre, des procédés alternatifs de type cyanotype, direct positif, voilà, plein de choses différentes. Et voilà, on s'amuse pas mal parce que justement, il y a ces échanges, il y a ce large éventail de styles différents, et pour la culture, c'est bien, pour la culture de chacun. Et ça t'a apporté quoi dans ton parcours de photographe, de rejoindre un collectif ? Alors, je me suis pas inspiré des procédés alternatifs pour ma propre pratique photographique. Simplement parce que c'est difficile d'adopter ces procédés en tant que photographe de montagne. On a des contraintes en montagne qui sont souvent des conditions de lumière assez difficiles. On sait que la dynamique en argentique est très difficile à gérer. Ça compliquerait pas mal de choses. On a assez de contraintes en tant que photographe de montagne pour s'en rajouter encore plus avec du matériel qui nécessite des ajustements qu'on peut faire beaucoup plus facilement avec un boîtier numérique. Mais par contre, pour la culture, effectivement, ça m'a apporté beaucoup, et ça m'a apporté pas mal une ouverture d'esprit par rapport à certains styles que je connaissais pas. J'apprécie beaucoup le portrait maintenant, l'élégance de certains portraits. Voilà, même si je pratique pas du tout cette discipline, j'apprécie beaucoup la photo qualitative, quelle qu'elle soit. À partir du moment où il y a de l'élégance, à partir du moment où il y a de la beauté, à partir du moment où il y a de la maîtrise aussi, ou simplement un concept fort. Hein. Finalement, l'image, à partir du moment où elle est intéressante, où elle a quelque chose à dire, il y a pas beaucoup de styles qui ne me plaisent pas au final. Et en ce sens-là, le fait de faire partie d'un collectif, c'est vraiment enrichissant. C'est vraiment cool. Alors tu parlais de contraintes en tant que photographe de montagne. J'imagine qu'il y a le poids du sac, mais pas que. Tu nous en parles ? Alors voilà, il y a le poids du sac. C'est des contraintes... c'est un peu d'Indiana Jonisme, hein. La contrainte, on aime en parler parce que ça fait rêver les gens. Mais faisons rêver les gens. Oui, non, mais il y a ce truc un peu bizarre. Je veux dire, on aime bien dire aux gens, ouais, là, je me suis tapé 1000 mètres de dénivelé pour cette montagne, c'était horrible, j'en ai bavé, mais on aime ça. Enfin, je veux dire, oui, c'est les souvenirs qui restent en oui, général. c'est les souvenirs qui restent. Ouais, donc il y a des contraintes, mais si on n'appréciait pas ces contraintes, on n'y retournerait pas autant. Alors les contraintes, oui, c'est le poids du sac, c'est la pluie qui te fait bugger ton appareil, c'est les orages qu'on se prend sur la tronche et qui pourtant font bien entendu les meilleures photos. Finalement, toutes ces contraintes, comme tu dis, font qu'on s'en souvient et qu'on a envie d'y retourner. Alors concrètement, les contraintes, ça veut dire
quand t'es en trip dans les Dolomites, par exemple, vu que c'est devenu un petit peu une spécialité, il paraît, c'est-à-dire à 20h, 21h, privilégier le fait d'être sur les spots pour attendre la super lumière, plutôt que de rejoindre la pizzeria à Cortina d'Ampezzo et de boire une bière. C'est ce que certains pourraient appeler une contrainte, mais pour moi, c'est ce que je suis allé chercher là-bas, au final. Ouais, j'allais dire, c'est plutôt cool comme truc. C'est plutôt cool, ouais, exactement, mais c'est ce qui diffère c'est ce qui diffère des vacances. Hein. Je veux dire, tu vas là-bas avec ta copine, tu l'emmènes pas au Trecime di Lavaredo à 21h, attendre que les nuages se barrent de la montagne. Tu vois? Si. Ah oui, tu t'expliqueras avec. Je pense que j'ai emmené ma femme sur pas mal de trucs un petit peu chiants quand t'es pas photographe. Bah, Elles sont courageuses de nous suivre, je trouve quand même. oui, quand elles ont cette patience, c'est chouette, hein, mais tu peux pas exiger ça de n'importe qui, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pour ça que quand on part en trip photo, c'est uniquement avec des photographes, parce que c'est un rythme assez particulier, c'est des repérages la journée. En gros, une journée type en trip, en expédition, on marche toute la journée, on explore le coin, on pose les jalons, et à partir du moment où le soleil commence à donner ses plus belles lumières, on commence à se poster en fonction des spots qu'on aura localisés pendant toute la journée. Et puis c'est vraiment à partir du coucher de soleil qu'on commence vraiment à travailler. Et puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'intéressant. Hein. Si le soir, l'heure bleue est chouette, s'il y a de l'orage la nuit, eh bien on restera aussi longtemps qu'il faudra, comme on l'a déjà fait. Et pour certains, ça peut être une contrainte. S'il faut se lever tôt le matin, oui, c'est sûr que de devoir faire une rando de plusieurs heures avec 3-4 heures de sommeil dans le buffet, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Ça peut être une contrainte, mais bon, moi j'aime ça, c'est chouette. Je crois que c'est commun à tous les styles de photographes, parce que j'ai jamais entendu un photographe qui avait le temps de dormir vraiment la nuit. Il y a toujours un truc à faire avant d'aller au lit, et il faut se lever tôt le matin. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, on dormira quand on sera mort, hein, c'est ce qu'ils disent. T'as une anecdote sur un plan particulièrement galère, mais avec une bonne photo à la clé? Oh, mais j'en ai plusieurs. Bah, allez, c'est parti. Laisse-moi choisir celle qui est la pire. Ah, c'est peut-être pas la pire, dans la mesure où il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais eu de gros soucis, mais je vais raconter peut-être l'anecdote de ma dernière expédition. Enfin, c'est toujours celle-là qui ressort, hein, quand on parle de galère, parce que c'était en août dernier, en août 2020. Je suis retourné la dernière fois dans les Dolomites, c'était la 6e expédition que je faisais. Et donc le temps était vraiment infernal. C'est tout ce qu'on adorait, mais c'était vraiment plus qu'infernal, c'était vraiment dégueulasse. Hein, parce qu'on a pris des orages tous les soirs. Donc on était dehors, et tous les soirs on se prenait de l'eau trincée. Hein, mais c'était systématique, quoi. Et donc forcément, il n'y a pas d'abri, hein, en montagne, et quand il y a de l'orage, on était souvent sur des plateaux d'altitude et on est aux premières loges. Hein. Et parfois on a eu du bol, on a réussi à se planquer dans une grotte avec une douzaine d'ânes complètement belliqueux, les oreilles en arrière. On n'était pas très rassurés, mais là on avait pu être en abri. Et d'autres fois, c'était pas le cas. Et je me souviens que on était au-dessus de Misurina, sur les hauteurs. Et là, il flottait vraiment très fort. Et mon boîtier m'avait lâché. Mon boîtier principal m'avait lâché. Et puis là, j'ai ressorti mon fameux 1100D. Mon fameux 1100D auquel j'ai vissé mon 1635. Et j'ai fait une photo, mais qui a vraiment plu. Une pause longue finalement, mais avec très peu de moyens. Et puis finalement, je me suis dit, mais voilà, bon, le matériel c'est une chose, mais j'ai sorti mon vieux boîtier pourrave, parce que mon boîtier principal est mort. Et bah, la photo était là, ça l'a fait quand même, c'était chouette. J'étais content. Donc la photo est dans le bouquin. La photo est dans le bouquin, tout à fait. La photo qui a... J'ai même accordé un petit nom, elle s'appelle le Théâtre des Brumes. Pour ceux qui auront le bouquin, ils pourront voir la photo qui est en regard de ce texte. Et là, je pense qu'il y a une autre anecdote qui est plutôt marrante, celle-là.
J'étais au-dessus du Passo Giao, c'est un col qui est très beau au-dessus de Cortina d'Ampezzo. J'étais avec deux amis et on s'était mis en tête de gravir le Monte Nuvolo. C'est un pic qui est juste à côté qui est au-dessus du col. Et vu de là-haut, on avait une belle vue sur le Monte Pelmo et une chaîne de montagnes qui est juste avant, d'où j'oublie le nom là. Et je me suis dit, on va monter là-haut, ça va être chouette, on verra personne, et il y aura moyen de se faire un coucher de soleil vraiment, vraiment, vraiment génial. Et ce qu'on a fait. Arrivé au refuge du Monte Nuvolo, mes deux potes se restaient un tout petit peu en contrebas, donc j'étais seul, je me suis posté, peu avant le coucher de soleil, c'était génial. Et je me suis dit, ok, maintenant j'ai 1 heure devant moi, je sens que la séance va être géniale. Et à ce moment-là, une petite Italienne vient derrière moi, rapplique, me demande en italien si j'ai du feu. Je dis, non, désolé, j'ai pas de feu, je fume pas. Et s'approche de moi, me demande, tu es français ? Oui, je suis français. Ah, mais tous les Français fument d'habitude. Je dis, oh non, non, les Parisiens peut-être, mais pas les Colmariens. Ils ont un béret, une baguette sous bras. C'est ça. Et elle me dit, bah, tu es colmarien ? Et je dis, oui, je suis colmarien, effectivement. Ouais. Ah, je connais bien Colmar. Tu es de où exactement ? Eguisheim. Ah, je connais Eguisheim. Et donc, de fil en aiguille, je trouvais que cette Italienne était très charmante. Hein, en plus, c'était pas mal. Et on a discuté pendant 1/2 heure. Et pendant 1/2 heure, j'ai foiré ma séance photo, j'ai rien fait, quoi. Donc, je suis monté, j'avais quand même pour 2-3 heures de marche, je suis monté avec l'espoir de faire une séance photo de tous les diables, et finalement j'ai passé cette séance photo à discuter. J'ai quand même peut-être fait 1 ou 2 photos qui valaient le coup, mais bon, je suis remonté pour taper une discute avec une charmante italienne. Et dans le livre, je voulais faire une anecdote, c'est-à-dire écrire ce qui s'était passé, ce charmant échange que j'ai eu, et mettre une page blanche à droite du texte pour illustrer le fruit de photo. pour illustrer le fruit de la séance photo. Et bon, voilà, je me suis dit, bon, c'est un livre photo, les gens n'en ont pas grand-chose à foutre de l'histoire, ils veulent surtout de la photo. Je me suis dit, cette double page n'existera pas, elle appartiendra à l'histoire, quoi. Bon, il y a eu d'autres histoires, mais bon, voilà, c'est les deux qui me viennent de cette dernière expédition. Alors tu commences la photo en 2014 et tu me disais tout à l'heure que les photos du livre, tu les as commencées en 2017. Ouais. Mais si je ne me trompe pas, ça n'a pas tout de suite été dans l'idée de faire un livre. Oui, tout à fait. Alors 2017, c'était la première année, c'était ma première expédition dans les Dolomites. Alors bon, je commençais déjà à compiler un certain nombre de photos. J'y suis retourné en 2017 une deuxième fois, plusieurs fois en 2018, 2019. Je commençais à avoir une série assez grande, assez étoffée, que j'exposais déjà, hein, les tirages existaient. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire exactement de toutes ces photos, mais le livre, effectivement, on y pense quand on est photographe. Mais alors, l'idée de commencer vraiment, de me mettre au charbon pour commencer ce livre est venue en avril dernier. Donc tout le monde se souviendra de cette période. Ah bon? Je veux que je rafraîchisse la mémoire. Non, alors, on s'est retrouvés confinés, hein, moi comme tout le monde. Et je m'étais dit, bon, là je suis chez moi, de ce que je vois à l'actualité, c'est pas rose. Dans 2 mois, il n'y a plus d'électricité. Les zombies vont débarquer. Mes images sur disque dur, je leur dis au revoir parce que j'arriverai plus jamais à allumer mon ordinateur, ce sera foutu. Il faut que ça survive, il faut que mes photos survivent à l'écroulement de notre civilisation. Il faut que ça continue à exister. Allez, c'est parti, je vais lancer le livre. Je commence le projet. Donc là, ça tombait pile poil comme il fallait parce que j'avais récupéré l'ordinateur du boulot qui était survitaminé par rapport au mien qui commençait un peu à décliner. Donc j'avais tout le matériel qu'il fallait pour reprendre tout le traitement de mes photos de A à Z et faire quelque chose de cohérent. J'avais le temps, vu que j'étais en chômage partiel, et chez moi, bloqué. Donc ça fait globalement 4 jours par semaine où j'avais rien d'autre à foutre que
de traiter et reprendre les photos que j'avais faites pour en faire quelque chose de cohérent. Commencer à penser à un fil conducteur pour le livre, commencer à réfléchir au texte. Donc j'avais le temps de faire ça. Je m'y suis mis. Il y a eu un grand coup d'accélérateur forcément les premiers mois qui ont suivi le confinement. Et donc finalement le livre est parti de ça. Hein. Ça a eu, mine de rien, il y a eu des avantages à cette histoire. Voilà, j'ai pas sorti de livre sur Colmar confiné, d'autres s'en sont occupés. J'ai préféré sortir un livre sur quelque chose qui rendra, j'espère, les gens heureux, quoi, et qui rappelleront pas de mauvais souvenirs. C'était pas mon but. L'idée, c'est d'avoir sorti un livre qui puisse faire voyager les gens, vu qu'a priori c'est un petit peu compliqué actuellement. Et les retours que j'en ai eus vont un peu dans ce sens. Je suis quand même assez surpris, justement, d'avoir des retours aussi nombreux et aussi beaux. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent vraiment des textes, des mails extrêmement longs sur le livre et ce qu'ils en ont ressenti. C'est énorme, c'est terrible. Enfin, je digresse un peu, parce que là, on parlait de la jeunesse du livre. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler plus tard des retours. On peut en parler maintenant. Ce podcast a de toute façon toujours été très décousu au niveau du cheminement. Je vais pas faire exception à la règle. Mais je l'expliquais la dernière fois, lors du dernier podcast, en fait, l'idée c'est une discussion entre photographes. Avant, je préparais les interviews, mais ça me prenait trop de temps et puis je m'en mêlais les pinceaux et je ratais des trucs. Donc, je préfère discuter comme on l'a fait avant et rebondir sur ce que tu dis. Pour avancer. Après, j'essaie d'avoir une trame, mais bon, c'est pas très grave si on ne la suit pas. Soyons spontanés. Et puis, comme j'interviewe que des photographes qui ont sorti des livres, c'est bien de dévier un petit peu aussi du parcours, du chemin. Finalement, les zombies ne nous ont pas mangés. Pas encore, mais c'est pas fini. Hein. On n'a pas encore eu tous les variants imaginables. On sent quand même le fan de Walking Dead, non ? Même pas. Hein. Je suis pas. Non. Mais disons qu'on nous a tellement. On nous a tellement préparé à l'éventualité qui finissent par débouler que ça semble imminent. Encore, on parle pas de mutants, on parle de variants, donc ça reste soft là, pour le moment. Quoi. Raconte-nous comment ça se passe une expédition dans les montagnes, parce que quand on feuillette ton livre, on est au milieu de nulle part en fait. C'est une partie du monde que je ne connais pas beaucoup. Alors j'habite pas loin des Alpes, mais je n'y vais pas souvent. Et moi, quand je vois ton livre, j'ai tout de suite l'image de l'aventurier qui part pendant une semaine, qui dort dehors. Alors ça, c'est marrant parce que ça reflète pas mal l'idée que les gens se font de ma vie. Quand ils voient les photos que je poste sur les réseaux sociaux, par exemple, alors j'ai une page de photographe, j'ai un Instagram comme la majorité des photographes. J'essaie de poster assez régulièrement. Et les gens concluent de ça que je suis un aventurier, que je passe ma vie en expédition photo. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que j'ai un travail, je suis en CDI, je suis graphiste, je suis dans un bureau. Et, c'est une aventure aussi. C'est une aventure aussi, clairement. Elle est un peu moins palpitante que de se prendre des orages sur la tronche en montagne, mais bon, ça peut être une aventure. Enfin, tout ça pour dire que les expéditions de photographes, le fait de sortir un livre et que les gens y voient quelque chose, c'est pas forcément le reflet de la réalité. À savoir que, comme tu disais, il y a un côté montagne sauvage, montagne dangereuse, montagne hostile peut-être, mais les Dolomites, c'est pas l'Himalaya, en fait, c'est pas un massif très très sauvage, il y a beaucoup de vallées habitées, on peut difficilement faire des kilomètres et des kilomètres sans tomber sur une autre vallée habitée. Donc là, c'est peut-être là le vrai travail de photographe, c'est-à-dire donner un petit peu l'illusion peut-être que le paysage est totalement neutre de toute trace humaine, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a certaines photos, évidemment, on a dû marcher des kilomètres, on a dû se faire des centaines de dénivelés pour accéder à des spots qui sont loin de toute
tout accès, de toute route, évidemment. Mais il y a quelques photos dans ce livre. C'est assez surprenant. Elles ont été faites peut-être à 10 minutes, un quart d'heure d'un parking, simplement. Et c'est vrai. Je veux dire, Debout dans la voiture, c'est ça, à quand travers le même toit pas. ouvrant. Ça, je me l'interdis, quoi. Je me Moi, l'interdis. je l'ai fait pour mon bouquin du Bénin vu du ciel. Mais pourquoi pas? J'ai même des photos où la voiture est sur la photo. Oui, ça, c'est une belle preuve d'intégrité. Non, mais c'était une photo. Je voulais montrer le Bénin. Mm. Et le Bénin, c'est pas que l'Afrique de Kirikou, comme on voit dans les dessins animés. Il y a aussi Ouais. des infrastructures. Et il y a un endroit à peu près au centre du pays, à une ville qui s'appelle Parakou. Et il y a une belle 2x2 voies toute neuve, Ouais. avec de la forêt autour. Et donc, je voulais montrer de l'infrastructure. Sauf que c'était compliqué de sortir de la voiture sur une voie rapide pour envoyer le drone. Et du coup, je me suis contenté d'ouvrir le toit ouvrant, d'envoyer le drone. Ah, mais ça crée des histoires, hein, pourquoi pas. Et donc ceux qui cherchent, la voiture est noire sur la photo. On va pas la rater. Mais... Donc toi tu fais pas ça, tu restes pas sur le parking pour faire tes photos. Non, quand même pas. Mais là encore, comme je le disais, dans ce livre, il y a des photos qui ont été faites, sans la moindre goutte de sueur, hein. Parce que la photo valait le coup. Encore que, comme je te le disais tout à l'heure, ce magnifique fond d'écran qu'on voit sur mon ordinateur, c'est un spot hyper connu. Pour ceux qui connaissaient Dolomite, le Val d'Ifunès, c'est un paysage de carte postale, comme le lago d'Ibraïès. Voilà, c'est des images qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. Ils ont été postés par dizaines de milliers. Voilà, je ne voyais pas l'intérêt de mettre ce genre de photographie dans le livre, pas parce que c'est pas compliqué d'accès, simplement parce qu'on les voyait beaucoup. Voilà, d'autres photos sont dans le livre, pas parce que j'ai vraiment galéré à accéder au spot, mais simplement parce que on les voit très peu, voire pas du tout. J'ai bon espoir quand même d'avoir fait quelques photos qu'on a vues nulle part ailleurs, hein, qui sont dans le livre. Simplement parce que le spot, je l'ai trouvé providentiel, simplement parce qu'il y avait une ambiance particulière à ce moment-là, et que sans cette ambiance, la photo aurait été inintéressante. C'est le genre de photo qui mérite d'être dans un livre, parce que à ce moment précis, elle avait quelque chose à raconter. Mais pour autant, voilà, je suis pas Mike Horn, hein, pour la petite histoire, je dors très très peu en tente, parce que sans me droguer, sans me prendre une charge, je dors pas. J'ai un sommeil d'une qualité absolument exécrable. Donc ce qu'on fait en général, on loue un Airbnb dans la vallée pour avoir un pied-à-terre tout le long du séjour. Après, on évolue dans les montagnes en fonction des conditions. Si on est vraiment trop loin, on dort dans un refuge, un truc comme ça, mais on va pas dormir dans une carcasse de bouquetin ou quoi que ce soit d'autre. c'est pas le plan. Hein, Into the wild. Exactement. Ouais, non, c'est une idéologie. J'ai pas envie de vendre ça parce que c'est faux. Évidemment, il faut une certaine condition physique parce que c'est dur. Il y a un équipement. Les conditions sont pas toujours faciles quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait froid, quand il y a du vent. Oui, non, parfois c'est super dur, mais je suis pas un aventurier de fou, quoi. Je suis juste je suis relativement sportif parce que j'aime ça, et c'est pas pour voilà, c'est pas pour engager une posture que je n'ai pas. Je suis photographe de montagne parce que j'aime la montagne, mais mon but c'est pas la performance à tout prix. Le but c'est déjà de faire des belles photos et de mettre les moyens qu'il faut pour y arriver au final. Il y a une question que j'aime bien poser aux photographes, c'est est-ce que tu te rappelles de la première image que tu as faite ? La toute première image. Ouais, pas une vraie image hein, où tu as un peu essayé de faire quelque chose de bien. Ouais, il y a eu la première image vraiment réussie que j'ai faite, c'était sur les hauteurs. C'était un 1er janvier. On avait un espèce de rituel avec un pote. On montait sur les hauteurs de la vallée de Münster au 1er janvier. Donc la tête dans le pâté, hein, en train de décuver, pour aller faire de la photo et surtout prendre l'air. Hein. Et on est monté sur les crêtes, entre la Schlourte et le Honeck, hein, pour ceux qui connaissent. C'est la crête qui sépare en gros l'Alsace de la Lorraine. Enfin, c'est le Grand Est, hein, on peut plus dire ça. Ce 1er janvier, on avait une vue sur le fond de la vallée de Münster,
et avec une mer de brouillard qui remontait doucement la vallée et qui grignotait le petit village de Stözvir qui est en contrebas de cette vallée. Et la brume, comment dire, la brume se mêlait au village et à l'éclairage public. On avait des halos lumineux qui se formaient dans le village et dans la brume qui montaient le long de la vallée. Et ça, je pense que c'est vraiment la première vraie réussite. Ma première vraie réussite de photographe. D'ailleurs, je l'ai encore encadré en haut dans mon studio photo. Je ne m'en suis pas débarrassé. Et je pense qu'on peut dire que c'est la première vraie photo chouette que j'ai faite. Et bizarrement, c'est une photo de paysage, de montagne. Et c'est peut-être ça aussi qui m'aura persuadé de la nécessité de continuer dans cette voie. En dehors du fait que j'aimais bien la montagne et la randonnée à la base, mais l'idée d'avoir une première réussite dans ce style photographique, c'était peut-être pas un hasard. Ouais. J'aime bien poser cette question parce que tu vois, du coup, cette anecdote, tu ne l'aurais pas. Ça permet d'engager la conversation et de dénicher des petits passages de vie de photographe comme ça que j'aime bien. L'autre question que j'aime bien, c'est combien de temps tu peux rester sans sortir ton appareil photo du sac ? Ah, mais très longtemps. Très 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 longtemps. Je suis pas un photographe compulsif, hein, c'est-à-dire que il m'est déjà arrivé de ne pas toucher à mon boîtier pendant 6-7 mois, quoi. Vraiment. Parce que j'avais rien à photographier. En photo de paysage, c'est compliqué, à plus forte raison, en considérant les mois passés où on était limité à 10 km. Va faire de la photo de coucher de soleil avec un couvre-feu. C'est compliqué. Bon, là, c'était différent dans la mesure où le couvre-feu, heureusement, en hiver, c'est un peu plus facile pour le coucher de soleil, mais non, il m'arrive de ne pas toucher à mon boîtier pendant un bout de temps, et à tel point que quand je reprogramme une expédition, il faut que je ressorte mon boîtier un petit peu avant pour me remémorer comment ça marche. C'est quoi ce gros bouton sous mon index ? Mais c'est vrai, faut pas, quand tu es sur le spot et que c'est le moment, il faut pas que tu cherches tes réglages, hein. Donc, il m'est déjà arrivé de reprendre mon boîtier quelques temps avant pour essayer de refaire la main. Pareil pour le post-traitement. Et en ce moment, je suis en plein dedans, hein. Je veux dire, la dernière vraie expédition où je photographiais tous les jours, toute la journée, pendant des heures, ça remonte à août dernier. Entre-temps, tu le sais comme moi, le fait de faire un livre, de s'occuper de la mise en page, de l'editing des photos, le contact avec l'imprimeur, par la suite, la promotion du livre, c'est un temps énorme. Et les derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire de la photo, encore que mes dernières sorties dans les Vosges, je suis pas censé dire ça parce que j'étais pas censé avoir le droit. Bon, t'es pas obligé de couper au montage, hein, je l'assume. Que la marée chaussée. T'avais une commande, Oui, j'avais une commande. Oui, tout à fait, c'est professionnel. Non, j'ai réussi à faire quelques photos dans les Vosges cet hiver quand même. J'ai réussi à en rater pas mal aussi justement parce que connement, je suis allé plusieurs fois en rando sans mon appareil photo et j'ai raté quelques perles. Mais oui, il m'arrive de rester très 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 longtemps sans faire de photos, mais je fais des photos avec mes yeux. C'est des images qui restent ancrées bien au fond de mes rétines et c'est tout aussi important. Je pense que pour la culture photographique, regarder avec attention, c'est tout aussi important que photographier. Tu vois la vie en 3/2 ? Oui, exactement. Ouais. Je me suis mis du scotch de chaque côté là où ça dépasse pour avoir vraiment le... Non, je pose la question parce que moi ça m'arrive quand j'ai pas l'appareil photo sur moi de cadrer en fait dans ma tête. Alors parfois c'est un peu frustrant du coup parce qu'on dit celle-là elle aurait été bien, mais ça t'arrive aussi Ouais, clairement, oui, c'est ça, hein. Bah, quand j'ai l'appareil photo, je le fais, mais j'ai une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, mais parce que ça, en tant que photographe, on est tous confrontés à ça. Le fait de voir une scène géniale et pas avoir l'appareil photo, mais je me suis fait une rando cet hiver, pareil dans les Vosges, au-dessus du lac Vert, et j'étais tombé sur ce lac qui par ailleurs n'a rien de spécial. Mais ce jour-là, il était dans une ambiance absolument miraculeuse. Il y avait des nuages, peut-être une dizaine de mètres au-dessus du lac.
Le lac était d'huile, mais vraiment d'huile, avec quelques ondées de brume par-dessus, et puis une petite fenêtre entre le lac et les nuages, une petite fenêtre où on voyait que les pieds des sapins. Et cette photo a été absolument magique. Et bon, l'appareil photo, j'avais pas sur moi, le téléphone, j'avais plus de batterie. Donc là, oui, j'étais vraiment en mode... si j'avais été dans l'Himalaya, j'aurais pu être Mike Horn, tu vois. Là, dans les Vosges, on peut pas dire ça, mais bon, j'avais absolument aucun moyen de prendre la moindre photo, ni même d'appeler qui que ce soit pour dire là, j'aurais pu prendre la meilleure photo du monde, non. Là, j'étais coupé du monde, mais il y avait mes yeux. Il y avait mes yeux pour ça, heureusement, et cette image, elle est restée gravée. Elle est restée gravée. C'était vraiment génial. Mais ça fait partie du truc, hein, et effectivement, je l'ai vu. La photo, je l'ai vue, hein, mais bon, elle n'est pas dans mon disque dur, c'est la vie, c'est comme ça. Dans le dernier épisode, j'ai interviewé un photographe qui s'appelle François Cléroute, qui est au Niger. Comme il disait, lui, il est confiné depuis 6 ans parce que Niamey est une ville où on ne peut pas sortir, c'est trop dangereux. Donc l'ambassade refuse que les Français sortent. Et lui s'est mis à la peinture. Ah ouais, donc il te reste encore la peinture si tu veux sortir cette image. Oui, c'est ça, pourquoi pas. Mais je suis très mauvais peintre. Je suis graphiste, mais peinture et dessin, c'est ma bête noire. Je suis vraiment pas bon. C'est pour ça que je me suis rabattu sur la photo, c'est pour avoir une corde à mon arc qui soit un petit peu légitime aussi dans l'image. On va parler un petit peu de l'édition. La société s'effondre, tu dis il faut que je sorte un bouquin. C'est quoi le processus pour sortir un bouquin? Le processus est long, mais il y a aucun... Enfin, il est long et très polyvalent. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à monter, plein de choses à penser, à anticiper. Et curieusement, il n'y a pas une seule de ces missions qui m'a déplu. Enfin, c'est super varié, mais tout m'a plu. Hein, enfin, c'est ce que je suis en train de dire. Mais je vais approfondir. Alors ça commence par l'editing, choisir les photos. Alors ça commence déjà par avoir une bibliothèque assez conséquente, parce que y a forcément un grand nombre de photos qui vont passer à la trappe, les doublons, les photos qui ne s'intègrent pas à la série. L'idée de faire un livre, ça commence déjà par la définition d'un thème, d'un fil conducteur. Ça peut être les photos de montagne. Moi, je voulais aller encore un peu plus loin en travaillant uniquement sur le thème des Dolomites, qui sont devenues mes montagnes de prédilection les dernières années. Alors j'avais plein de photos d'autres massifs, mais voilà, je voulais vraiment faire le focus là-dessus. Donc ça restreint déjà, ça élimine une grosse partie de ma bibliothèque photo. Alors voilà, l'editing, c'est la première grosse partie du boulot. Une fois que tu as ta centaine de photos, ma deuxième mission, ça aurait été d'harmoniser tout ça d'un point de vue graphique. Parce que là, on peut parler de graphisme, effectivement, c'est-à-dire reprendre tous les traitements des photos. Sur 4 ans, faut pas se leurrer, sur 4 ans, le traitement évolue. On ne développe pas une photo une année comme on l'a développé 3 ans auparavant. Donc, il s'agissait de reprendre les 4 années d'expédition dans les Dolomites et de leur faire un traitement cohérent. C'est reprendre le même type de contraste, une colorimétrie qui va dans le même sens. Donc ça, c'était une grosse partie du boulot. Par la suite, j'ai réquisitionné tout le plancher de mon studio en haut, quelques mètres carrés. J'ai imprimé toutes les photos sur papier et j'ai fait ma mise en page sur mon plancher. Alors je suis graphiste, je bosse assez souvent avec InDesign, assez souvent, voire la plupart du temps, et ça m'a permis de me rendre compte qu'un livre, le chemin de fer du livre,
on peut pas le faire sur logiciel. Enfin, ça marche pas. On voit pas le livre ouvert comme on peut voir toutes les photos sur un plancher. Donc j'ai réquisitionné le plancher de mon studio pendant 2 mois. J'ai imprimé toutes les photos, je les ai mises sur le plancher. J'ai joué à comment ça s'appelle les trucs à l'époque, tu sais que t'avais ce petit machin où tu déplaçais des trucs pour créer Ouais, des images. Je sais plus comment ça les s'appelle. petits carrés en plastique. Ouais, Là. c'était affreux. Moi, j'arrive jamais. Je finissais toujours par Moi, je trichais, je les faisais sauter. Et après, Avec les photos, je pouvais le faire. Hein. Ouais, ça a toujours fini par la fenêtre, ces trucs. Mais bon, c'était un peu l'idée. Donc, j'ai pris mes photos, je les ai déplacées selon l'humeur du jour. Et j'ai fait ma mise en page sur le plancher de mon studio. Ça a mis un peu de temps. Et seulement à partir de ce moment-là, j'ai ouvert InDesign. Et j'ai commencé à bosser un peu sur la mise en page. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment à la lumière de ce procédé que j'ai réussi à trouver une cohérence dans le livre et une cohérence au fil des pages. Et c'est compliqué de raconter une histoire dans un livre quand il y a très peu de mots. et et c'est peut-être même une gageure, hein, je dirais, parce qu'il y a très peu de texte dans le livre. Il y a peut-être une douzaine, une quinzaine de pages de texte. Je vais y revenir. Et donc l'histoire se racontait avec les photos et pas avec le texte. Alors j'ai fini par faire une mise en page qui était assez standard dans la mesure où ça suit une cohérence saisonnière. Et qui dit saison dit couleur. Et je m'en suis rendu compte qu'en commençant par l'automne, la plupart de mes photos tournaient autour du bleu et de l'orange. Le bleu, le ciel évidemment. L'orange, c'était les mélèzes dans les Dolomites. C'était l'herbe cramée par l'été qui venait de s'écouler. Et voilà, c'était la cohérence colorimétrique qui a fait un peu ma mise en page. Alors c'était assez intéressant de me rendre compte de la cohérence entière du livre sur mon plancher. Et au final, la mise en page sur InDesign aura pris très peu de temps, parce que j'ai eu très peu de choses à modifier dans le logiciel par la suite. Alors, suite à ça, la mise en page ayant été faite, je me suis mis en contact avec l'imprimeur, je pense qu'on peut le nommer, hein, il n'y a pas de problème avec ça. ça C'est sur le sera un même, hein. podcast de plus où on parle d'Escourbiac. Exactement, voilà, tu l'as nommé. Qui ne Alors, nous sponsorise toujours pas d'ailleurs, ça c'est un message pour. c'est un petit message, ouais. Alors j'ai, comme la plupart des photographes, quand on cherche sur internet imprimeur, livre, on tombe bizarrement sur Escourbiac. C'est plus un secret pour personne. Non. Voilà, donc j'ai eu le bonheur de travailler avec eux, spécifiquement avec Olivier Godefroy, qui a une culture du livre assez phénoménale. Comme tous ceux qui travaillent là-bas d'ailleurs. Et, et donc voilà, la suite, c'était rentrer en contact avec eux et travailler vraiment sur les côtés techniques du livre. Donc je suis graphiste depuis plus de 10 ans, mais ils m'ont quand même appris énormément de choses sur l'anatomie du livre, la manière de construire les cahiers. Et ouais, c'était super intéressant. Ça, c'était vraiment une partie du travail qui était énorme, parce que là, j'ai jamais fait de beaux livres en tant que graphiste. Et ouais, ça c'était énorme. C'était un gros travail et j'étais vraiment heureux d'échanger avec eux à ce moment-là, déjà pour ma culture personnelle, pour la construction du livre, enfin la mise en page du livre, et pour accéder à toute cette science qui est la leur, qui est vraiment énorme. Et ça, c'était un super souvenir. J'ai fini par aller les voir pour signer les épreuves finales et pour voir l'impression du livre en direct. Donc là, ça va sans dire, mais quand tu signes les épreuves, la main tremblante, tu dis ok, là je suis en train d'entériner 4 ans de boulot. C'était dur, mais c'était passionnant. Jusqu'à la réception des palettes. Et ceci, autre anecdote, les montagnes dans ce livre étaient tellement lourdes que le poids des roches a fait craquer la palette dans le camion qui m'a livré les livres. C'était un peu flippant sur le coup, mais bon, heureusement, plus de peur que de mal.
Donc voilà, c'était... Ouais, mais ça va parce que toi, t'es dans une maison. Oui, bon. Moi, un jour, Escourbiac m'a livré 600 bouquins en bas de chez moi avec 3 étages à monter. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, ouais, j'ai dû monter 2 étages quand même parce qu'ils sont stockés au deuxième. J'étais seul, c'était... Bah bon, c'était pas grave. Ah, c'est du sport. C'est du sport, tout à fait. Moi, j'ai un bon pote, bonjour Charlie, qui m'a appelé à midi moins 10. Je montais les derniers cartons. Il me dit, je viens de finir de bosser. Si tu veux, je peux venir t'aider. Ah, ça, c'est quelqu'un qui se propose, c'est chouette. Hein. À la fin de la matinée. Non, mais j'en veux pas y bosser. Hélas. Et je l'ai prévenu au dernier moment. Ils avaient un peu d'avance, Escourbiac, sur la livraison. Ah oui, bah... Donc, c'était ouais. pas prévu. Bah, disons que moi aussi, quand j'étais au travail à Mulhouse, quand le livreur m'appelle et que je l'attendais pas. Donc c'est des branle-bas de combat, j'ai dû me barrer rapidement et puis essayer de choper le livreur. Non, c'était chaud. Mais bon, voilà, les livres sont là. J'ai quand même... j'ai pris sur moi et j'ai tenu... Comment dire, j'ai trouvé important le fait de trimballer moi-même chaque carton jusqu'au deuxième étage. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que tu fasses, que ça fasse pas partie du processus jusqu'au bout. Oui, l'auto-édition, ça Exactement, va c'est jusque-là. l'auto-édition, ça va jusqu'à voilà, jusqu'au bout. Manutention comprise. Tout à fait. Et même par la suite, il y a tout un... Ouais, j'oublie maintenant, il y a tout le travail de prévente du livre que j'ai fait sur une plateforme de crowdfunding, comme on dit, de financement participatif, soyons franco-français, et qui était une belle aventure aussi. C'est niveau marketing, c'est intéressant. Alors, c'est intense quand même, c'est intense. ces campagnes. Moi, j'ai perdu 2 kilos hein, pendant la prévente. Je suis déjà pas très épais comme ça, mais alors là, c'était terrible. Et c'était intéressant parce que j'avais pas l'habitude de me mettre en avant. Je mettais en avant mes photos. Et là, je me suis dit, je vais faire une vidéo où je montre ma gueule. Pendant 1 minute 30, je me fous devant l'écran, enfin devant l'objectif. Je vais faire une vidéo où je parle. Déjà, ça, j'avais jamais fait ça. Et ça, c'est intéressant. Parce que jusque-là, toutes les photos que je faisais, je les mettais à titre gratuit sur les réseaux sociaux. Les gens prenaient ou ne prenaient pas. Les gens appréciaient ou n'appréciaient pas. Mais je leur laissais le choix, je le referais ça finalement. Et je me dis bon maintenant mec c'est ton heure quoi, t'as quelque chose à vendre, tu vas sortir un livre, fais ta promo, maintenant c'est n'aie pas peur. Il y a une expression qui me revient maintenant, c'est dès que tu lances ça, c'est tu te mouilles quoi, t'as vraiment pas le choix. Toi tu te mouilles pendant les photos, tu te mouilles pendant pour les le photos, livre. ouais. Et après pour ta promo, tu te mouilles, mais encore plus, tu vois. Parce que là, tu t'exposes vraiment. Et pendant la prévente a été très courte, elle aurait duré qu'un mois, c'était volontaire de faire une prévente très, très, très rapide. Et là, je me suis dit, ok, là, il faut que tu te mouilles, il faut que tu te montres, il faut que tu ailles à fond. Tu peux pas te permettre d'y aller à moitié. Là, c'est un livre qui va sortir, il faut que tu prennes ton haut-parleur et que tu ailles crier vraiment sur tous les toits. Ok, je sors un livre maintenant, les mecs, c'est mon moment, quoi. C'est parti. Alors, let's go. Le lien pour la prévente est ici. Si vous aimez mon taf, n'hésitez pas à lâcher 40 €. Pour la première fois, je parle d'argent. Il faut y aller. Soutenez-moi, les mecs. Alors, pour moi, il y a quelques temps, c'était inconcevable hein, de vendre un truc comme ça et de faire vraiment du marketing. Et je me suis rendu compte que c'est un truc qui booste. À partir du moment où tu crois à ton projet, au début, forcément, il y a des doutes. On ne sait pas comment ça va être pris, on ne sait pas comment ça va être reçu. On en parlait tout à l'heure. On est peut-être enclin à croire que la majorité des gens qui nous connaissent vont acheter le bouquin par charité parce qu'ils veulent nous faire plaisir ou qu'ils ne veulent pas que la campagne de prévente soit un fiasco. Alors peut-être que c'était le cas pour certains, j'espère pas. Mais au vu des retours que j'ai eus, j'ai l'impression que ça fait plaisir à beaucoup de personnes et beaucoup de gens étaient heureux d'avoir le livre. Et c'est quelque chose de nouveau. Je veux dire, les gens étaient contents d'avoir mon livre. C'est génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et en fin de compte, le fait de sortir un livre et de se mettre à nu comme ça, c'est il y a quelque chose qui s'engage d'un point de vue personnel bien plus que d'un point de vue artistique. C'est vraiment ta personnalité qui est affectée par ça. Et ça te fait
ça te change dans un certain sens, finalement. Tu considères un petit peu ton rapport, même ton rapport aux gens d'une autre manière. Quand tu leur livres une partie de toi dans un livre, c'est comme si tu avais une partie de toi chez eux, finalement. Parce qu'il y a tellement, dans un livre, il y a tellement d'investissement personnel, il y a un tel travail, il y a tes chromosomes dans ces pages, tu vois. Et le fait que d'autres personnes aient cet objet en leur possession, c'est comme s'il y avait une partie de toi chez eux. Et ça je le ressens. Hein. C'est assez étrange. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai aucun problème à rentrer dans une librairie, à foutre le livre sur le comptoir et à dire « Ok, mec, ça c'est le livre qui est plein de sueur et j'y crois. Et j'espère qu'il va t'intéresser. » Voilà. Et franchement... j'aurais été incapable de faire ça ou même de l'imaginer 1 an ou 2 ans en arrière, quoi. Et c'est en ça que je pense que le fait de faire un livre, ça te change vraiment. Enfin, moi, ça a été mon cas, vraiment. Je voudrais juste revenir sur ta campagne de crowdfunding. La sortie de ton livre était-elle conditionnée par la réussite de la campagne ou non, tu te serais débrouillé autrement? Alors, le financement participatif n'a pas une vertu financière au fond. Parce que les fonds, je les avais déjà. C'était pas un problème d'argent, c'était plutôt une espèce de manière de jauger l'intérêt que ça allait susciter. De savoir si j'allais en vendre 5 ou 500. J'avais absolument aucune idée, vu que c'est mon premier livre, je ne sais pas du tout quel est le nombre de personnes qui seraient capables de décider de sortir la CB pour acheter un livre. Parce que je savais d'emblée qu'il y a une différence entre le fait de cliquer sur j'aime sur Facebook et le fait de dépenser 30 ou 40 euros pour un livre. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris vraiment parce que y a même des gens, des inconnus qui ont acheté le livre. Pour moi une prévente, c'était surtout la famille, les potes, voire les photographes passionnés qui allaient acheter le livre. Évidemment, ils auraient pu prendre un rendez-vous. Je les remercie encore pour ça. Mais il y a aussi eu des gens que je ne connais pas, qui ont acheté le livre, et ça m'a paru vraiment étrange au début. Je me dis, mais comment ça se fait que tu me fais confiance? T'as pas vu le livre, tu me connais pas, c'est étrange. Et ça continue depuis que le livre est sorti. Je continue à en vendre régulièrement. Et il y a un article qui est paru dans la presse. Suite à ça, j'ai eu des coups de fil de personnes qui m'ont appelé, des personnes que je connaissais pas, qui voulaient le livre. Il est parti assez rapidement dans des librairies. Et ouais, pour moi, c'est une surprise finalement. Et donc le crowdfunding, c'était plus, c'était pas, ça allait pas conditionner le fait de sortir le livre. C'était plutôt dans le but de savoir combien j'allais en imprimer. Alors au final, j'ai été très prudent. Contre les conseils d'Olivier d'Escourbiac, j'espère lui donner raison. A priori, ça va plutôt dans ce sens-là, qu'il m'a dit, mais imprime-en plus. Imprime-en plus. John me dit pareil. Évidemment, c'est leur business, c'est ce que j'ai pensé, mais je crois aussi que, je sais pas, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que dans 1 an, je le rappellerai, et je dis, Olivier, je suis désolé pour moi. T'avais raison, j'aurais dû en imprimer 2 fois plus. Mais si c'est le cas, si dans 1 an mon stock est à 0, ce sera avec plaisir que je referai un 2e livre et que je referai imprimer là-bas, parce qu'ils connaissent leur boulot et que ce sera un aussi bel objet que le premier, j'espère bien. Hein. Alors avant de rencontrer Escourbiac, tu me disais tout à l'heure que tu avais demandé des devis dans d'autres imprimeries, notamment en Lituanie. Ça a donné quoi, ces devis? Alors, effectivement, j'ai fait des devis un peu partout, dans des imprimeries locales aussi, et dans des imprimeries dans d'autres pays. Alors le problème, effectivement, c'est que je ne parle pas lituanien. En cas de problème, en cas de litige, je ne saurais même pas dire livre. Voilà, je ne me voyais pas aller en Lituanie et puis leur parler de problèmes de colorimétrie en lituanien. Et le truc, c'est que
voilà, en général, on demande des devis et pour retenir le devis le plus avantageux, à savoir le moins cher. Et je me suis rendu compte que les devis lituaniens étaient tellement peu chers que c'est précisément pour ces raisons-là que je suis pas allé chez eux. Comme je l'avais dit tout à l'heure, C'était quelle ordre de différence en pourcentage? c'est du simple au double. Hein. Du simple au double? Ouais. Ouais, quand même. Clairement, ouais. Et je me suis dit, ouais, je sais pas, je sais pas quel est le prix de la main-d'œuvre là-bas. C'est peut-être pas un problème de qualité, c'est peut-être simplement un problème enfin, une question de coût de main-d'œuvre. Il y avait la livraison avec ou fallait y chercher encore? Non, je pense qu'il y avait la livraison. Ça, tu me dis ça, mais. Ça Après, je pense qu'il y a pire que de devoir aller en Lituanie. Oui, je pense. Après tout, j'ai fait l'aller-retour Alsace-Tarn pour signer le bon à rouler chez Scourbiac. C'était pas mal non plus, dans le genre road trip. Mais ouais, finalement, je me suis dit, bon, je suis pas là pour économiser, même si c'est qu'une question de 4000 euros. Je me serais pas vu me retrouver avec un livre avec une qualité qui me convient pas. Pas pour 4000 euros. Je veux dire, il y a tellement d'années de travail derrière, il y a tellement de kilomètres à pied, il y a tellement de dénivelé, il y a tellement d'orages que je me suis pris sur la gueule que je peux pas me dire je fais l'économie de quelques milliers d'euros et pour au final me retrouver avec un livre qui me plaît pas. Ouais, puis 4000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais rapporté au prix du livre, ça fait 100 bouquins, c'est pas non plus... Tout à fait, ouais. Et puis rapporté au prix du livre d'une part, et puis rapporté à tout ce que ce livre représente. Toutes les photos, tout le temps que j'ai mis, 4000 euros, c'est rien. Enfin, je veux dire, évidemment, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, j'aurais eu 1000 occasions de faire des économies, mais je les ai pas saisies. Je les ai pas saisies parce que ça aurait forcément abouti à des regrets. Donc évidemment, je suis allé chez Scourbiac, j'ai vu leur showroom qui était absolument démoniaque. Je pourrais rester des heures à feuilleter. Ah bah oui, non, clairement, hein, j'ai eu certains livres, il y a un livre qui trône chez eux fièrement dans chacun de leurs bureaux. Le Bénin vu du ciel. Exactement. Peut-être qu'il n'était pas assez grand, hein. mais je parlais du livre aussi de Mario Colonel qui est dans un coffret. Je pense que le livre, on te le livre chez toi sur un tire-pale, tu vois. Sur une palette. Il est absolument gigantesque. Dans un coffret qui pèse 3 tonnes. Et donc je me suis dit, waouh. Là, je me suis dit, merde, j'aurais pu faire encore mieux, quoi. Et là, il est temps d'y aller cool parce que quand même, j'ai quand même fait mon livre chez Scourbiac, c'est mon premier. Je suis pas Mario Colonel. Mais j'exclus pas pour autant, si mon livre se vend super bien, pour les 20 derniers, leur offrir un petit coffret avec un petit tirage dedans. Pourquoi pas, pour me faire plaisir, quoi. Et voilà, faire un petit truc comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose de qualitatif, plus que jamais. Donc ça passe forcément par des gens qui connaissent leur métier. Et par refuser l'éventualité de faire des économies sur les bouts de chandelle. Ça, c'était hors de question. Hein. C'est juste crétin de vouloir économiser quelques centaines d'euros pour au final se retrouver avec un livre qui va te suivre le restant de ta vie avec ce défaut. Et voilà, pour rien au final. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais fait un livre... tu voulais faire un livre de photographe et que tu ne voulais pas faire un livre de graphiste. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en tant que graphiste, j'aurais pu être tenté d'en mettre des tonnes. Là, je vais rapporter ça à ma vie précédente, j'étais musicien, donc j'étais batteur pendant de longues années. Et au final, on met un certain nombre d'années à apprendre la technique pour l'instrument de musique. J'ai passé comme tous les musiciens, j'ai passé des heures dans une cave, dans un local, à bosser mes rudiments et à bouffer de la pâtée pour chien. Et voilà, c'était long, l'apprentissage. Ça a l'air simple. Ouais. L'apprentissage était long, donc tu mets un certain nombre d'années à bosser ta technique, et tu mets le même nombre d'années à apprendre à l'utiliser à bon escient. Ça, c'est pour la musique, et c'est exactement pareil pour la photo, et c'est exactement pareil pour le graphisme.
Alors là, pour ce livre, il y a très peu d'artifices graphiques. À savoir, j'en ai pas mis des tonnes. Il y a des photos et il y a des lignes de texte en fait. Hein. Mais il y a des pages blanches, entièrement blanches, quoi. Mais rien de plus. Et je voulais pas qu'en feuilletant le livre, des gens se disent oh, ça a été fait par un graphiste et ça se voit. Et, ouais, ça m'aurait gêné. Alors au final, l'idée c'était de mettre vraiment en valeur les photos et rien d'autre. Pour autant, comment dire, un beau travail graphique, c'est un travail qui se remarque pas. Et c'est un travail qui saute pas aux yeux. Et ça commence justement par faire preuve du meilleur goût possible. Je dis pas faire preuve de bon goût parce que c'est se vanter, quoi. Non, mais t'as fait preuve de bon goût, moi je peux le dire. Voilà, je préfère que ce soit les autres qui le disent. Hein. Merci. Merci du compliment. Alors, le plus gros du travail graphique, c'était, pour ma part, c'était de faire en sorte que le peu de texte qui se trouve dans le livre soit bien présenté. Alors j'ai passé un nombre d'heures absolument infernal à gérer l'interlignage, c'est-à-dire la distance entre chaque ligne de texte, à gérer la largeur des lignes. Je comptais les caractères sur chaque ligne de texte, parce que je sais que pour que l'œil ne se fatigue pas de la lecture, une ligne ne devrait pas compter plus de 60 à 70 à 80 caractères maximum. Dès qu'une ligne dépasse 80 caractères, espace inclus, l'œil se fatigue plus vite que si les lignes comprennent aux alentours de 50-60 caractères. Je prends note. Voilà, note, c'est important. Donc, ça fait partie de ces subtilités qu'on ne remarque pas. Simplement, on s'en rend compte quand le texte donne envie d'être lu. Et ça, c'est intéressant, c'est des choses que tout le monde ne peut pas connaître. Et c'est comme apprécier un silence en musique, tu vois. Quand on écoute je suis plutôt rock'n'roll, hein, parce que j'étais batteur, mais j'ai étudié beaucoup la musique classique, et le silence est important en musique classique, comme dans toute œuvre musicale, le silence a son importance. Et on se dit pas, ce silence est magnifique, on le ressent. Ça suscite une émotion, mais c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment verbaliser. C'est de l'élégance au final. Et c'est pareil pour les textes, c'est pareil pour les lignes de texte qu'on met dans un livre. Donc voilà, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à travailler, d'une part sur les textes, sur l'écriture, vu que c'est moi qui ai écrit les textes, mais j'ai passé beaucoup de temps à les mettre en forme aussi. Donc ça peut paraître un peu naze, hein, de parler de ça aussi longtemps, mais j'en parle longtemps parce que j'en parle beaucoup, parce que ça m'a mis beaucoup de temps à le mettre en forme. Non, mais c'est bien d'en parler, parce que quand on ouvre le livre, avant que tu ne me le dises tout à l'heure, je me disais que même les textes, sans les avoir lus, parce que quand je suis arrivé, tu me l'as donné, je l'ai feuilleté, je l'ai pas lu, que même les textes, c'était bien posé. Et tu me disais que tu avais même fait attention entre chaque caractère, que ça se passe bien, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, dans certaines polices de caractère, comment dire, l'interlettrage est défini, donc ça fait partie. On va rentrer dans des considérations assez techniques. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelques photographes qui écoutent et qui vont un jour éditer. Oui, toujours, ça peut intéresser tout le monde, hein, tout à fait. On a parlé beaucoup de montagnes, on a contenté ouais, voilà, grand on a public. contenté les montagnards. Et voilà, contentons les. Maintenant, on va parler typographie. Et oui, dans une police de caractère est dessinée. Donc les caractères sont dessinés eux-mêmes. Mais ce qui fait aussi partie d'une police de caractère, c'est l'espacement entre les lettres, entre les caractères. Et c'est ce qui fait aussi la police elle-même, la police de caractère elle-même. Et parfois, là, c'est une police, je pense qu'on peut la nommer. J'ai utilisé la police Avenir. Je pense que personne ne t'a encore parlé de la police de caractère qu'il a utilisée pour son livre. Non, mais je suis content parce que c'est celle que j'utilise aussi souvent, Avenir Next, voilà. Mais ça est assez proche.
Ouais, c'est une police créée par Adrien Frutiger, je crois, il me semble. Non, c'est pour le petit côté culturel, typographique. On me l'a pété un peu. Enfin, si c'est pas lui, j'ai l'air con, juste. J'ai à vérifier par la suite. Si c'est faux, tu Après, couperas. on vérifiera et on réenregistre cette partie. C'est ça. Ouais. Donc bon, alors, l'interlettrage est important parce que dans certains cas, pour peu que tu utilises un glyphe, c'est-à-dire un caractère particulier, dans ce texte, il semblerait que parfois l'interlettrage ne soit pas vraiment optimal. Donc, ce que j'ai fait sur mon écran 27 pouces, j'ai zoomé chaque pavé de texte à fond et j'ai regardé chaque mot, limite un par un, pour vérifier que chaque espace entre les lettres était élégant. Heureusement que t'as pas écrit un roman. Oui, clairement, sinon j'y serais encore. Hein. Donc moi, ça peut paraître complètement névrosé. Bah, j'ai aucun doute sur le fait de l'être, mais là, ça confirme un petit peu l'idée. Et je pense que les textes, maintenant, j'ai eu quelques retours disant que l'écriture était sympa. Je suis pas écrivain, mais j'estime avoir fait de mon mieux. Et les gens me disent que c'est plutôt bien écrit, même si je suis pas Houellebecq. Mais je pense que les textes aussi beaux à lire qu'à voir. Le pavé de texte est esthétique. C'est ce que je voulais en fin de compte. Donc là, à ce niveau-là, j'ai mis du temps, mais je suis quand même assez content de ce que ça a donné. C'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs, un gros pavé de 1000 pages. Et c'était un acharné de la typographie. Ah ouais. Il paraît qu'il était insupportable là-dessus et qu'il pouvait retarder la sortie d'un produit de plusieurs semaines si la typo utilisée sur les emballages ou sur ne convenait pas. Ah, ça se voit. Hein. En même temps, c'est super élégant ce qu'ils ont fait Apple. Enfin, c'est du design à l'état pur. Moi, je suis pas pro Apple. Il se trouve que je travaille sur Apple. Hein, Il dit ça, il y a un gros 27 pouces à côté. Non, mais c'est parce que même dans la musique, on est beaucoup à travailler sur Apple. C'est comme ça. C'est simplement parce que j'ai appris à travailler là-dessus. Mais si j'avais appris à travailler sur Windows, je serais là-dessus et ça me coûterait moins cher. Mais effectivement, c'est des acharnés du design. Et en tant que graphiste, vu que je suis très mauvais illustrateur et très mauvais dessinateur, il semblerait que je sois bon photographe. J'ai essayé d'être un bon typographe. Parce que c'est quand même, quand on parle de livres, même si c'est des livres photos, quand on saisit vraiment l'importance et la plus-value que peut apporter un livre avec une mise en page soignée, on se dit que ça vaut la peine d'y passer vraiment un temps fou. Ce qu'on aime bien chez Collection Miwa aussi, c'est mettre en rapport les gens. Donc c'est souvent dans le milieu de l'édition. Si un photographe édite un livre et que la typo est importante pour lui, il peut te contacter pour bosser avec toi. Ouais, pas de problème. Mais moi, je suis super intéressé par le fait de rencontrer plein de monde. Je suis d'ailleurs content que tu m'aies contacté, et je te remercie d'ailleurs, parce que c'est toi qui m'a proposé d'emblée de mettre le livre sur ta plateforme, alors même qu'il n'était pas encore sorti, il n'était pas imprimé. Ouais, mais on fait pas mal de veille sur les plateformes de crowdfunding parce qu'il y a pas mal de trucs vraiment très sympas. Et en fait, la plateforme, elle est née parce que c'est la galère de trouver des bouquins. Enfin, quand je vois le temps qu'on met nous à chercher des livres auto-édités, j'imagine que quelqu'un qui veut en acheter un, bon alors s'il a une idée bien précise de la thématique, c'est facile. Mais s'il veut juste acheter un bouquin sans trop savoir quoi, c'est très compliqué. Ouais. Et les sites de crowdfunding sont une bonne source d'infos. Ouais, c'est vrai. Et du coup, dès qu'il y a un livre qui nous plaît, on contacte, mais il n'y en a pas tellement. Hein. Alors au début, on a rentré beaucoup d'un coup, mais là, on en a peut-être 2 par mois sur la plateforme. C'est vraiment très dur de mettre la main dessus. Ah ouais, d'accord. C'est vrai qu'en auto-édition, il y a quand même un truc qui est pas évident, c'est bénéficier des réseaux de distribution des éditeurs. Ça, c'est sûr, c'est pas simple. Mais bon, c'est vrai que bien avant de créer ce livre, je connaissais déjà cette plateforme parce que d'autres photographes qui avaient déjà édité leur livre en parlaient. Donc finalement, de Collection Miwa ou oui, tout à fait. Ouais. Cool. Ouais, tout à. Pour ne pas le citer, c'est vrai que j'ai pris connaissance de ta plateforme par le biais de Joël Brunet, qui est un photographe que je connais, qui en parlait
Sur Facebook, simplement, et c'est là que j'ai connu ta plateforme. Ok, cool. Cool. Ah, ça fait plaisir, Ah entendre. ouais. Non, On mais fait pas ça non. pour rien. Non, tout à fait, ouais, mais c'est important. Et puis bon, sur les réseaux sociaux, les photographes, au bout d'un moment, on se rend compte que tout le monde se connaît, hein. C'est un monde assez petit. Les gens, on les rencontre en expo, on les rencontre chez Scourbiac. C'est vrai que le monde... Bon, on va se lancer un challenge, on ne prononce plus le mot d'Escourbiac jusqu'à la fin du podcast. ça va être En même compliqué. temps, on va hein. pas le faire durer encore 1 heure, ça fait déjà plus d'1 heure que... Ah ouais, déjà, Ouais, on en est à 1h15 là. Moi, Ok. je vais enlever le bafouillage de tout à l'heure là, que j'ai de ma part. Il était pas si long que ça. Ouais. Mais nous, en fait, quand on a lancé la collection Miwa avec ma femme, on s'est rendu compte qu'effectivement, les photographes, on se connaissait tous plus ou moins, de vue ou entendu parler ou déjà tchatché. Mais nos clients, par contre, ne nous connaissent pas tous. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment de mutualiser les communautés et les clients. Pour une fois qu'ils ont acheté ton livre, s'ils peuvent aller venir chercher le mien, c'est bien. Et puis inversement, Ouais, complètement. Ouais. parce qu'en général, les gens qui achètent des livres sont assez sensibles. Enfin, comme tu le disais avant, c'est pas que par charité. Il semblerait que j'ai appris ça dernièrement, c'est une bonne surprise. Donc si on peut les aiguiller vers les collègues photographes qui auto-éditent plutôt que vers les salles d'ago, tous ces photographes font du très bon boulot, mais il n'y a pas que. Bah, Et les photographes qui auto-éditent, pour les trouver, c'est plus compliqué. Dans les rayons de la FNAC, on est aux abonnés absents. Et pour preuve, hein, pour avoir démarché les libraires, la FNAC est de loin le distributeur qui prend le taux le plus élevé, et c'est un des seuls qui est non négociable. Donc pour info, c'est 40% de prix de remise ou rien. Donc mon livre ne finira jamais à la FNAC parce que là je vendrai à perte, hein, limite. Ouais, puis je sais pas si c'est utile parce que alors le livre il est référencé après, mais il ne participe pas du tout à la communication qui va autour, et du coup Ouais, c'est sûr. Et... si on doit communiquer nous-mêmes sur nos livres, autant qu'on les vende nous-mêmes. Complètement, hein, c'est ça. Ou alors, d'éviter les intermédiaires. C'est ça, ou par le biais de libraires locaux qui ont un échange un petit peu plus humain. Alors c'est un gros avantage aussi de livrer d'envoyer soi-même ses livres. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas fait attention, sur Collection Miwa par exemple, les livres qui sont vendus en direct. Donc il y a les 2 livres des éditions Miwa forcément. Il y a le livre de Loïc Casanova et le dernier, j'ai honte, je l'ai en tête et j'arrive pas à sortir le nom. En fait, c'est pas Bangladesh? Oui, c'est ça, Pascal Villeneuve. Exactement. C'est bien, il connaît. Oh, c'est oui. Ah, mais tu vois, je vais souvent sur la plateforme voir s'il y a des nouveautés. Tu vois. Alors, si vous avez des idées pour des gages, vous les mettez en commentaire du podcast. Puis, Johan va se filmer en train de réaliser le gage, vu qu'il a perdu la prononciation. Mais non, en fait, il y a une fonction qui est assez sympa, c'est que quand les gens achètent le livre, ils peuvent remplir un champ et demander la dédicace, ce qui est complètement impossible en librairie. Enfin, à moins qu'il y ait une journée dédicace. Ouais. Mais c'est sympa pour les cadeaux. Oui, complètement. Ouais. Donc ton livre s'appelle Dolomiti, sommet en lumière. Donc on le trouve en librairie, dans lesquelles? Alors, à l'heure actuelle, vu que j'ai pas encore pu démarcher toutes les librairies, il se trouve à la librairie Rug de Colmar, qui est la librairie principale au centre, place de la cathédrale. Depuis ce matin, donc, à la librairie de Münster, librairie Carpe Diem. À partir de jeudi, elle sera à la librairie Littéra de Mulhouse, à la place de la Réunion, c'est la place principale. Et il faudrait que je garde des livres chez moi aussi pour les expos à venir, en partant du principe que les expos vont reprendre. Parce que ça m'embêterait de reprendre les expos et d'être à stock zéro. Alors, bon, ce serait pas mal en soi, mais j'aimerais aussi vendre des livres en direct. Hein, ce serait sympa. Et vous pouvez également le trouver donc sur collectionmiwa.com. Un mot pour finir et conclure ce podcast? Attends, j'ai pas séché pendant presque 1h30, alors là, je sais pas quoi dire. Non, je vais faire... Non, je vais finir en remerciant déjà les gens qui ont acheté le livre finalement, et pour les messages que j'ai reçus. Des inconnus, des gens qui ont acheté le livre suite aux articles dans la presse,
et qui m'ont envoyé des messages, des mails de plusieurs lignes. Et ça m'a surpris. Ouais, parce que justement, peut-être qu'on fait pas ça. On n'envoie pas un mail comme ça à un auteur d'un livre qu'on achète à la Fnac, peut-être. Il y a peut-être ce côté proximité qui pousse à faire ça. Mais voilà, c'est le genre de choses qui me fait plaisir, vraiment, le fait d'avoir des retours concrets sur un livre que j'ai sorti, la sueur de mon front, et à la douleur de mes jambes. Voilà, donc c'est des remerciements. Et puis merci à toi aussi d'être venu jusqu'à la belle petite ville d'Eguisheim pour ce podcast. Merci Joanne. Alors si vous avez aimé le podcast, comme d'hab, 5 étoiles, ça serait cool, surtout sur Apple Podcast, ça compte plus pour les algorithmes. Un commentaire, c'est cool aussi. Vous pouvez faire des copier-coller des textes que vous envoyez à Joanne, il n'y a pas de souci. À bientôt.